Alors l'estampage est un procédé de reproduction à l'échelle 1:1. C'est un procédé assez simple donc, qui permet une reproduction exacte de l'objet reproduit. Donc l'empreinte est relevée à l'encre sur un papier qui doit présenter certaines caractéristiques de solidité mais aussi de plasticité pour bien prendre les creux et les reliefs. La technique est très simple. Donc c'est un papier, on utilise un papier fin que l'on humidifie et que l'on va brosser à la surface que l'on cherche à reproduire. Ensuite, on va, avec la brosse, obliger le papier à bien épouser les creux et les reliefs. À la suite de cette opération, on laisse sécher le papier. Et une fois que le papier est sec, on va tamponner la surface avec de l'encre noire à l'aide d'une sorte de frotton, comme en gravure. Et de cette manière-là, l'image va ressortir en blanc sur un fond noir. Traditionnellement, les estampages vont, après démontage de la feuille de la paroi, les estampages sont pliés et sont gardés généralement pliés. Mais on les trouve aussi montés en album, parfois en rouleau. C'est plus rare, mais en album, c'est assez fréquent. Donc pour les collectionneurs, c'est la manière de les garder. La collection des estampages de l'FEO compte environ 170 pièces, mais il s'agit de beaucoup plus de feuilles car parfois il a été nécessaire d'estamper un ensemble avec plusieurs feuilles. Parfois, les estampages ont été réunis sous forme d'un cahier et c'est le cas, par exemple, dans le cas de ce document qui a été rapporté par Pelliot. Dans ce cas, l'origine est connue, mais dans la plupart des cas, ceci n'est pas documenté. Et la collection est assez hétérogène. Elle comprend donc des estampages reproduisant des textes comme des images et des pièces qui proviennent du Nord ou comme des pièces du sud de la Chine et beaucoup plus tardives. On a sorti une petite sélection des estampages qui vont être exposés à l'INALCO en mars 2023. Et le premier qu'on a sorti, c'est cet estampage d'une petite partie d'une chambrette funéraire d'époque Han. Et on trouvait ça intéressant de commencer par ces chambrettes parce que ce n'est pas de l'épigraphie. Donc ce n'est pas de l'écriture qui a été estampée, qui a été reproduite, mais ce sont des images. En plus, ce sont des images qui ont intéressé les lettrés chinois très tard. Donc c'est Chavannes qui a commencé à s'intéresser à ce genre de pierres restées en contexte. Donc on commence le propos par des pièces qui sont en contexte et qui sont monumentales plutôt que par des stèles. Donc la collection de l'FEO a beaucoup d'images, de peintures reproduites sur pierre et d'objets inscrits. Donc c'est de là qu'on part. Dans la deuxième section de l'expo, on s'intéresse à des objets inscrits. Une pierre à encre qui est en réalité une tuile, et vous verrez, elle est couverte d'inscriptions, puisque la tuile, qui est une tuile ancienne, a été ensuite récupérée, collectionnée, commentée, réinscrite, et c'est réellement un objet qui circule et qui s'enrichit de contenu textuel. Alors la catégorie d'objets inscrits par excellence, les tout premiers objets inscrits, on aurait d'ailleurs pu commencer par celui-ci, ce sont les bronzes. Donc des bronzes qui portent une inscription à l'intérieur, c'est pour ça que vous avez ici le corps du bronze, le couvercle et puis l'inscription qui n'est en fait pas l'inscription de ce bronze-ci, donc l'estampage permet ce genre de manipulation, disons. Et les bronzes inscrits qui sont vraiment à l'origine de cette première rencontre entre l'objet et l'inscription, puisque l'inscription parle de l'événement, de la construction de ce bronze ou d'événements connexes. Donc avant la stèle, c'est le bronze qui est inscrit. Et ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'estampage nous donne une illusion de profondeur. La collection de l'FEO n'est qu'une des nombreuses collections d'estampages qui se trouvent à Paris. Par exemple, les estampages de la Société asiatique, de l'Institut des hautes études chinoises, du musée Cernuschi, du musée Guimet et d'autres institutions parisiennes.
Et tout cet ensemble a été étudié dans les années 90-2000 par un projet qui voulait cataloguer les estampages chinois conservés dans les bibliothèques européennes. Ce projet a été financé par la Fondation Jiang Jingguo et il était dirigé par Jean-Pierre Drège, ancien directeur de l'FEO. Nous avons encore sur le site de l'FEO la base de données issues de ce projet qui, comme toutes les bases qui ont été créées au début des années 2000, nécessitent d'être modifiées. Ce travail de renouvellement a été stimulé par la reprise de toutes les notices afin d'être traduites en chinois pour un volume qui devrait paraître aux presses de la Bibliothèque nationale de Chine. Et c'est donc à cette occasion aussi qu'est venue l'idée de retravailler un peu sur ces documents, sous des aspects moins exploités. Normalement, on considère les estampages pour leur rapport à l'histoire, pour leur contenu, pour la calligraphie, mais on peut aussi y travailler du point de vue de l'histoire de la culture matérielle, par exemple en regardant les caractéristiques du papier, ou les approcher comme document pour étudier la culture visuelle chinoise. Le papier est porteur de nombreuses marques qui peuvent orienter le chercheur sur son mode de production, sa région d'origine et sa date de production. Les papetiers se sont adaptés aux contraintes locales qui étaient imposées par la présence des matières premières locales, donc les fibres de plantes qui sont utilisées pour fabriquer le papier. Ils se sont adaptés aussi aux conditions climatiques et également, suivant les régions, ils ont utilisé des outils avec quelques variantes. On va retrouver des traces de tous ces éléments-là dans le papier, mais bien sûr, il faut savoir observer. La forme à papier laisse des traces à l'intérieur du papier et donc elle va aider à situer géographiquement et surtout à tracer des filiations de fabrication. Il faut également, au niveau de la composition des papiers, savoir analyser les fibres pour les identifier. Donc, ce sont des choses très importantes, aussi bien au niveau de la chronologie qu'au niveau des régions. Entre 2010 et 2015, grâce à un partenariat multiple, français et asiatique, j'ai piloté un programme de recherche sur les papiers en Extrême-Orient qui visait à terme la création de nouveaux outils pour aider à l'identification des collections asiatiques en Occident. Donc le papier est décrit suivant une observation macrographique, donc la forme de l'objet, et on rentre dans le détail pour tout ça, et également micrographique, c'est-à-dire les éléments de base qui composent le papier, les fibres. Donc le travail en cours sur les estampages de la bibliothèque de l'FEO s'inscrit dans cette démarche. L'estampage souffre, comme beaucoup d'autres techniques chinoises, d'un relatif manque d'informations qui est dû au fond de peu d'intérêt que les élites intellectuelles chinoises portaient pour toutes les techniques. Les écrits sont souvent transmis grâce à l'estampage qui finit par bénéficier de l'attention portée, par exemple, à la calligraphie. L'estampage en tant que média de reproduction et de diffusion des images est beaucoup moins valorisé, alors que les exemples sont nombreux et variés. Ils témoignent d'un patrimoine visuel partagé, bien plus accessible qu'une peinture de palais ou d'une peinture tout court, puisque l'estampage reste une technique de reproduction simple et relativement peu coûteuse. Ici, ce sont des peintures qui sont reproduites sur stèle et puis qui peuvent être diffusées de manière massive. Et donc les peintures les plus diffusées deviennent les peintures qui forgent les canons et les styles. Et là, vous avez un exemple particulier puisque ce sont des bambous à l'encre. Le bambou est le style en peinture qui traduit le mieux la virtuosité calligraphique de son auteur. Donc c'est vraiment un cheval entre, de nouveau, l'écrit et l'image. Vous avez ici un portrait et à l'expo, on aura 2-3 versions de Sudongpo. On aura 2-3 versions de Bodhidharma, qui est ce saint bouddhique poilu qui vient de l'Ouest, etc. Et à chaque fois, vous retrouverez les mêmes éléments qui sont, en fait, se recombinent. C'est vraiment un langage combinatoire du portrait où en fait, les éléments font référence à des traits de personnalité. Donc c'est toute une caractériologie, c'est tout un langage, une syntaxe du portrait qui nous est donné là et qui est solidifiée, pas très élégante, mais qui est solidifiée et qui est extrêmement intéressante à analyser. Et l'expo termine sur des estampages de ce type, hein, donc avec le thème
du contexte du paysage. Donc on revient un petit peu à notre idée de contexte des débuts de l'expo. Et ici, ce que vous avez, c'est un estampage d'une stèle qui représente le Mont Roi, donc un des 5 pics sacrés. C'est une représentation assez réaliste malgré tout, parce que bien qu'on respecte les codes de la peinture de paysage, avec un pic principal, des pics secondaires, les nuages, l'avant-plan, etc., les personnages et les architectures minuscules par rapport à l'immensité du paysage, vous avez des petites notices, enfin des noms de lieux, des noms d'un passage dans la montagne, d'un escalier, d'un pic, le nom d'un temple, qui sont replacés dans cette représentation de paysage et qui lui donnent une qualité cartographique. Donc on part vraiment du terrain, du contact avec le terrain, et puis on arrive à la cartographie, à une vision, disons, codifiée du paysage.